Dans cet épisode, nous allons parler de Mao Zedong. Mao Zedong, présentation très générale, vraiment pour les nuls. On va parler aussi de la révolution culturelle, un des éléments clés de l'époque de Mao Zedong. Et puis, on va terminer sur une question qui m'est souvent posée. Comment est perçu Mao dans la Chine d'aujourd'hui ? Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 15 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV, dans lequel je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tel que je les vois et tel que je les vis. Alors, aujourd'hui, spécial Mao. Je ne suis pas tout seul pour faire le podcast, donc je suis accompagné de Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Cédric. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter vite fait, plutôt que je te présente moi ? Vas-y, dis-moi un petit peu, dis-nous, à ceux qui te connaîtraient peut-être pas, qui tu es, ce que tu fais. Donc Sylvain Ducarne, je suis actuellement professeur d'histoire et je prépare une thèse en parallèle sur l'opéra révolutionnaire pendant la révolution culturelle. Ok. Donc j'ai pas mal étudié Mao à l'université, donc je peux répondre à quelques questions, je pense. Ok, et c'est justement pour ça que aujourd'hui je fais appel à Sylvain, parce que quand il y a quelqu'un qui peut être plus qualifié que moi pour répondre à vos questions, notamment celle qui est sur Mao dans la Chine d'aujourd'hui, ou d'expliquer la révolution culturelle, je pense que t'es vraiment mieux placé pour ça. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer tout de suite en parlant de Mao Zedong ? Qui c'est Mao Zedong ? Parce que parfois on me dit Mao Zedong c'est le président de la Chine. Voilà, il y a des gens qui savent pas forcément qui est vraiment Mao Zedong, qui il a été, quelle a été sa place dans la politique et dans le monde chinois. On pourrait tout simplement dire que Mao est à l'heure actuelle le chinois le plus célèbre de l'histoire. Donc il a été le président de la République populaire de Chine de 1949 à 1976. Et il a un parcours assez singulier. Donc, il faut savoir que Mao est né le 26 décembre 1893 dans un petit village appelé Shaoshan, donc dans la province du Hunan. Contrairement à ce que l'idéologie communiste chinoise essaie de faire croire aux gens, Mao n'est pas né dans une famille de paysans pauvres. Ce serait plutôt le contraire. Il faisait partie d'une famille de paysans assez aisés. Donc, il a eu une enfance assez classique à l'époque. Il s'est retrouvé à un moment enseignant, bibliothécaire, il a eu un parcours assez chaotique. Il faut savoir que quand Mao entre dans la vie adulte, autour des années 1911, c'est la chute de l'Empire chinois et la proclamation de la République. Donc c'est une période de chaos dans toute la Chine. Et il se balade de province en province jusqu'à arriver à Pékin. Donc à Pékin, il comme je l'ai dit, se retrouve bibliothécaire. Et de fil en aiguille, il se retrouve à adhérer à la doctrine du marxisme-léninisme. C'est pourquoi on le retrouve en 1921 à Shanghai pour la fondation du Parti communiste chinois. Donc, encore une fois, Mao n'est pas le fondateur du Parti communiste chinois. Il était présent à ce premier congrès, mais dans un rôle purement observateur. Ok, alors c'est quoi les idées marxistes-léninistes ? Alors, le marxisme-léninisme, pour faire très large, c'est le communisme. Donc, Okay. Dans l'époque de la Chine en 1919-1920, il faut savoir que l'URSS est né en 1917 et a créé ce qu'on appelle le Comintern, donc qui est une organisation qui finance un peu les partis communistes de tous les pays, et le Parti communiste chinois en fait partie. Il est chaperonné par le Parti communiste soviétique. Ok, mais quelles sont leurs idées alors ? Parce que la Chine communiste, qu'on dit communiste d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même vision du monde que la Chine communiste à la base. Le communisme à la base, c'est une répartition des richesses équitable. Alors, sur le papier, c'est une doctrine qui est très belle. Dans la mise en pratique, c'est un peu plus difficile. Donc, le principe du Parti communiste chinois, c'est de renverser la bourgeoisie en place, qui est issue le plus souvent de l'ancienne aristocratie, pour une meilleure répartition des richesses. Ok. Voilà, c'est classique. Disons que ça n'a jamais été mis concrètement en place. Ouais. Et alors, après cette conception à Shanghai, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir ? Parce que là, il a rejoint un parti, il a assisté effectivement à la naissance du parti communiste chinois, mais comment est-ce qu'il arrive ensuite président d'une nouvelle République populaire de Chine ?
Alors, c'est un parcours qui n'est pas linéaire, on va dire. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, la Chine est divisée en différentes factions, dirigées par des seigneurs de guerre, et un parti appelé le Kuomintang, donc le parti de Sun Yat-sen, qui est le fondateur de la République chinoise, un parti plutôt nationaliste. C'est donné pour mission de réunir la Chine sous son drapeau. Donc Mao adhère à un moment à cette organisation. Il est même responsable de la propagande du Kuomintang, donc ce qui après sera caché, bien entendu, étant donné que le Kuomintang deviendra le grand ennemi de Mao. Et il donc contribue à la réunification de la Chine, du moins en grande partie, sous le drapeau du Kuomintang. Mais en sous-main, il travaille toujours pour le Parti communiste. Donc à l'époque, le Parti communiste chinois est un parti révolutionnaire. Donc ce qui sous-entend d'obtenir le pouvoir par la révolution. Étant donné que, comme je l'ai dit, il est chapeauté par le Parti communiste soviétique, il veut prendre le pouvoir en prenant les villes. Malheureusement pour lui, les villes sont fortement contrôlées par le Kuomintang, c'est là qu'il est implanté. Et là où Mao va se démarquer de ses autres camarades du parti, et donc il va prendre une espèce de stature au-dessus, c'est que lui, son idée, c'est de faire la révolution à partir de la campagne, pour ensuite encercler les villes. Donc c'est vraiment ce qui le démarque de ses camarades, donc notamment de Zhou Enlai, qui lui est un partisan de la révolution dans les villes. Mais c'est l'idée de Mao qui l'emporte, et petit à petit, en fait, le Parti communiste chinois va grignoter les terrains sous le contrôle du Parti nationaliste jusqu'en 1937. Donc en 1937, c'est le début de la guerre sino-japonaise. Donc l'invasion de la Chine par les forces du Japon impérial. Donc il y a une alliance qui se fait entre les communistes et les nationalistes, mais elle profite beaucoup plus aux communistes, qui, en laissant combattre les nationalistes sur le front, font des opérations commando sur les arrière-lignes, et petit à petit prennent le contrôle de vastes portions de la Chine. Ce qui amène en 1945 à l'armistice, que de fait, le Parti communiste contrôle la moitié de la Chine, et il lui faudra encore 4 ans, donc jusqu'en 1949, pour vraiment expulser les dernières forces nationalistes qui sont réfugiées à Taïwan, où elles se trouvent toujours, et vraiment donner la mainmise totale sur le pays à Mao en 1949. C'est pour ça donc que le 1er octobre 1949, qui est la fête nationale chinoise, marque la date de la proclamation de la République populaire de Chine par Mao. Ok, moi, je pense que là ça résume bien. Donc comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Et ça, je pense que c'est vraiment important aussi de retenir toute cette histoire. On en reparlera après du maoïsme jusqu'à qu'on ressent encore aujourd'hui, mais ne serait-ce que je parlais dans un podcast d'il y a quelques jours à peine de Taïwan. Notamment, et effectivement, c'est important de se dire, tiens, voilà, comment est-ce que Taïwan est devenu le Taïwan qu'on connaît actuellement? Exactement. Pourquoi il y a autant d'antagonisme entre Taïwan et la Chine continentale? Voilà. Donc ça c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment la même histoire, la même culture du peuple, mais qui ont une vision totalement différente tournée vers l'avenir. Exactement. Alors, du coup, on nous parle aussi, après, une fois que Mao est arrivé au pouvoir, d'une révolution culturelle. Alors on a deux éléments majeurs. Aujourd'hui, on va pas parler de la grande famine, j'en parle de temps en temps parce que moi c'est quelque chose qui me marque, parce qu'on en parle souvent au quotidien quand je suis en Chine. Mais on a aussi la révolution culturelle, et ça, on m'en parle moins souvent, par contre ça se ressent effectivement chez les gens. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la révolution? Et puis d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une révolution culturelle? Si on prend la décision de révolution culturelle en Chine, donc faut savoir qu'on peut en donner deux. Donc la première faite par le premier empereur Qin Shi Huangdi au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ou au IVe, je ne sais plus. Toujours est-il qu'en fait, lui étant arrivé au pouvoir, son idée est de renverser l'ancienne culture pour instaurer sa culture, contrôlée par l'État, etc. La révolution culturelle de Mao, lancée en mai 1966, est à peu près la même idée générale, c'est-à-dire renverser les anciennes valeurs pour instaurer et imposer les valeurs du communisme que Mao représente. Alors comment est-ce qu'on fait une révolution culturelle concrètement? Qu'est-ce qu'on détruit? Qu'est-ce qu'on révolutionne? Comment ça marche? Il faut comprendre en fait, donc tu m'excuseras, mais je vais être obligé de parler
de manière très courte de la grande famine. Mais en fait, il faut savoir que donc cette grande famine qui est issue de l'échec du grand bond en avant des années 1958-1961 entraîne au niveau de la tête de l'État chinois un changement politique. C'est-à-dire que Mao, qui était jusqu'alors président incontesté, se retrouve en fait mis un peu sur la touche par Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, qui sont des partisans de la ligne plutôt modérée du communisme, qui sont communistes mais plus pragmatiques. Mao est un grand idéologue, mais un bien piètre dirigeant. Donc il se retrouve mis sur la touche et il se dit mais oui, mais il a envie. Son objectif, son but dans la vie, c'est de diriger la Chine. Donc il va utiliser le prétexte de la révolution culturelle pour reprendre la tête de l'État. Donc ça commence de manière totalement innocente par une petite querelle d'intellectuels dans la presse par rapport à une pièce de théâtre, et ça va prendre très vite des proportions totalement démesurées. Donc il va y avoir notamment par un énorme travail de propagande qu'on retrouve dans les affiches, l'opéra révolutionnaire, les chants, un gros travail de propagande qui mobilise la jeunesse chinoise sous l'image de Mao. Donc en fait, il y a un endoctrinement de la jeunesse qui pense à l'époque que Mao, c'est Dieu, c'est le soleil rouge de l'Orient, pour reprendre la dialectique. Et à travers cette jeunesse, Mao veut écarter les gens au pouvoir, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou nationale, pour mettre ses propres hommes et donc réinstaurer son pouvoir. Ok. Donc au final, concrètement, pour la révolution culturelle, donc le but c'est que lui, il soit au pouvoir, qu'il soit vu vraiment comme la solution, et pour ça, donc il va contrôler les médias, les journaux, les films, les livres et tout ça. C'est ça? C'est-à-dire, oui. Donc il y a un contrôle des médias, donc notamment par l'opéra. Il faut savoir que l'opéra chinois, c'est un loisir très populaire à l'époque. Et c'est un opéra qui est quand même très inspiré de l'opéra classique. Et la femme de Mao, donc qui est Jiang Qing, va totalement remanier l'opéra chinois pour n'en laisser que 7. Pendant la révolution culturelle, les Chinois n'ont le droit qu'à 7 opéras. Donc, avant, il y en avait des milliers. Et ce sont des opéras vraiment orientés pour Mao. Pareil pour la presse, l'organe national du parti, donc le quotidien du peuple, se fait la voix de Mao. Les quotidiens locaux sont aussi la voix du parti central. Tout est fait en fait pour mobiliser la foule derrière Mao. Le but étant d'occulter les modérés, donc Liu Shaoxi, qui pour la petite histoire mourra en prison de mauvais traitements. Donc il était président de la Chine et il meurt en prison, donc ça pose quand même l'époque. Et il faut savoir que personne n'est épargné. C'est-à-dire que ce soit aussi bien les grands dirigeants qu'à l'échelle locale, des collégiens de 12-14 ans ont le droit de maltraiter leurs professeurs et ça a entraîné dans certains cas la mort des enseignants incriminés. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais vu qu'il y avait aussi toute une époque de dénonciation des personnes qui étaient pas, qui étaient contre-révolutionnaires. Enfin bon, c'est impressionnant. Il faut savoir qu'en fait, la société se retrouve divisée entre les rouges, les jaunes et les noirs. Donc les rouges qui sont les vrais révolutionnaires, les jaunes qui sont les révolutionnaires potentiels, et les noirs qui sont ceux dont la famille avait de l'argent avant la révolution, ce genre de choses. Il y a vraiment une fracture sociale très importante, d'autant plus que un an après le lancement officiel de la révolution culturelle en 1967, les groupes de gardes rouges, donc les gardes rouges c'est ainsi qu'on nomme les jeunes qui sont mobilisés pour Mao, s'affrontent entre eux. Donc des gens qui à la base défendent les mêmes idéaux se retrouvent pour des points de doctrine, des points de dialectique à s'affronter et à s'affronter de manière militaire. On a des groupes qui s'affrontent à coups de fusil, à coups de canon parfois, et l'armée est obligée en 1968 d'intervenir pour rétablir l'ordre dans le pays parce qu'on est à deux doigts de l'implosion. Donc en fait la révolution culturelle, sous prétexte de renverser l'ancienne culture, les 4 vieilleries, ce genre de choses, va mettre le pays littéralement au bord du gouffre. Effectivement, c'est sûr que c'est pas forcément bon pour un pays d'avoir le peuple qui s'entretue. Paradoxalement, la révolution culturelle en Chine reste un très mauvais souvenir parce qu'on a, comme tu l'as dit, les cas de dénonciation, on a des cas de cannibalisme aussi, des fois, ce genre de choses.
Mais c'est aussi la période où la Chine vraiment atteint une dimension internationale. C'est-à-dire que la révolution culturelle, la manière dont elle est diffusée à l'international par les médias chinois, est vue par les intellectuels occidentaux comme un modèle à suivre. Il y a énormément de dirigeants actuels, d'hommes politiques de l'époque qui sont favorables au maoïsme. Par exemple. Là, comme ça, je n'aurais pas de nom à te donner, mais c'est souvent des sympathisants de gauche ou d'extrême gauche actuelle. Ok. Donc en fait, ça implique... Il y a deux côtés, on pourrait dire. Il y a deux faces à la révolution culturelle. Il y a le côté très négatif, qui est effectivement terrible quand on détruit une culture, quand on brûle les livres, quand on censure. En fait, c'est de la censure, mais à une échelle énorme, à ajouter de la propagande. Et d'un autre côté, c'est en partie ça qui a fait bien que la Chine actuelle est la Chine actuelle, c'est ça? C'est là tout le paradoxe en fait de la révolution culturelle, c'est que du chaos qu'elle a engendré, on peut dire qu'est née la Chine moderne. Ok. Alors après, on pourrait d'ailleurs, on va le faire d'ailleurs, on va parler de ce que ça implique maintenant sur la Chine d'aujourd'hui. Du coup, avec tout ça, la Chine effectivement, elle a été fortement imprégnée de l'aventure de Mao donc au pouvoir et puis de la création d'ailleurs de toute façon ce nouvel État qui est la République populaire de Chine, alors qu'avant c'était République de Chine, faut pas confondre. Taïwan maintenant c'est République de Chine et la Chine qu'on appelle la Chine, donc du coup c'est la Chine continentale, c'est République populaire de Chine. Et du coup donc l'influence de Mao, on peut la ressentir du coup donc au quotidien maintenant en Chine. Oui, clairement. C'est-à-dire que, comme je le disais, le seul point positif qu'on peut trouver à la révolution culturelle pour la politique chinoise, je parle vraiment de la politique, c'est qu'en fait, elle a mis sur le carreau les extrémistes maoïstes, donc les communistes purs et durs, les radicaux. Et elle a laissé la place à des gens comme Deng Xiaoping. Donc donc les gens ne connaissent peut-être pas Deng Xiaoping, il faut savoir que c'est vraiment lui le père de la Chine actuelle. C'est lui qui a lancé l'ouverture de la Chine au monde, les politiques de marché, etc. Ce que les gens ignorent souvent, c'est que Mao est mort en 1976 et que Deng Xiaoping a pris le pouvoir effectif en 1978. Il y a une période de transition entre 76 et 78 où le dirigeant chinois, que tout le monde a oublié, qui est mort il y a récemment, c'est Hua Guofeng. Et lui, et en fait, il a vraiment fait la transition. C'est vraiment un disciple de Mao, pur et dur. Mais il était réceptif aux idées de Deng Xiaoping, à qui il a laissé la place sans effusion de sang, sans effusion aucune. Okay. Et donc Deng Xiaoping, ayant ouvert la Chine à la politique internationale et au marché mondial, ne voulait pas pour autant renier l'héritage maoïste. C'est pour ça que dans un de ses fameux discours, il a dit que Mao, c'est 70% de bien et 30% de mal. Et c'est vraiment quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et actuellement, les dirigeants chinois, donc comme Xi Jinping ou Li Keqiang, continuent à utiliser cette phrase qui dit que Mao, c'est 70% de bien pour 30% de mal. Même si Mao est mort, il est toujours présent, aussi bien du point de vue politique que du point de vue, de la doctrine communiste, dans la vie quotidienne des gens. Je me rappelle avoir été visiter une petite ferme dans la province du Guizhou, où la vieille femme qui nous a reçus, toi et moi, avait la photo de Mao sur son mur. C'était la seule photo qu'elle avait. Effectivement, effectivement. Donc c'est vraiment une figure, un peu une figure paternelle. Les gens qui sont âgés aujourd'hui sont des gens qui ont vécu la révolution culturelle étant jeunes, donc qui étaient quelquefois garde-rouges, et qui avaient vraiment une image de Mao comme un père, hein, plus qu'un père même, parce qu'ils n'hésitaient pas sous les ordres de Mao à dénoncer leur propre père. Alors que Mao, c'était la figure, le dieu. Effectivement, presque... ça c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Il y a des gens qui sont fans de Mao. C'est pas et qui sont c'est paradoxalement idole, toujours sont nostalgiques. C'est effectivement. C'est quelque chose qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en fait beaucoup de gens donc principalement des personnes âgées sont aujourd'hui nostalgiques de la période maoïste, étant donné que la libéralisation du marché chinois a entraîné une
plus grandes différences de niveau de vie, des écarts de salaire de plus en plus grands, etc. Vraiment une fracture entre les riches et les pauvres. Même si c'est fortement imagé, avec beaucoup de résidus de propagande, il y a énormément de personnes âgées en Chine aujourd'hui qui regrettent l'époque de Mao pour son égalité. Comme l'a dit un journaliste dans un reportage il y a quelques années, c'était une pauvreté, mais une pauvreté digne. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas. Il faut savoir qu'il y avait on ne trouvait pas de mangeants dans les rues, ce genre de choses. Il y avait du bon et du moins bon. C'est vrai qu'à l'époque, c'est comme tu disais, la vue communiste, l'égalité, ça s'est vraiment perdu avec la libéralisation des marchés après les années 70-80. C'est vrai que là actuellement on a une Chine qui est riche, qui est en passe de devenir une première puissance dans pas mal de secteurs d'ailleurs, mais du coup ça crée effectivement des écarts entre les plus riches, entre les plus pauvres, entre les personnes qui ont accès à une bonne éducation et ceux qui n'ont pas accès, etc. quoi. Après, il faut pas non plus penser que que la période Maoïste c'était une période idyllique. Hein. Ah non, on a vu. D'un point de vue personnel, je suis plutôt partisan de reprendre la phrase de Deng Xiaoping en l'inversant. C'est-à-dire que Mao, c'est 70% de mauvais pour 30% de bien. Et ça, c'est à titre personnel. Mais c'est vrai qu'on reparlera pas de la Grande Famine, j'ai dit qu'on reparlerait pas de la Grande Famine, mais c'était quand même quelques millions de morts. Bon. Oui, si pour toi 30 millions c'est quelques... Non, c'est vraiment quelque chose de vrai. Mais on va pas en parler, j'ai dit qu'on n'en parlait pas. Alors, on en parlera plus tard. Voilà. Du coup, donc on en était sur les gens qui sont fans de Mao, l'idole, le nostalgisme, c'est ça se dit ça La nostalgie, oui. Ouais, ou je sais pas quoi. Du coup, on voit même émerger, et ça t'en avais parlé dans un article sur Chine Chinois, je crois, le tourisme rouge. Ah oui. Ça c'est... c'est, comment dire, quelque chose qui est vraiment propre à la Chine. C'est-à-dire qu'on ne voit pas aujourd'hui, ou alors vraiment pour quelques extrémistes, par exemple dans l'URSS, un tourisme autour de Staline. Ça ne se fait pas, étant donné que l'URSS a été déstalinisée par Khrouchtchev, ce qui a d'ailleurs, entre parenthèses, amené un big entre Mao et l'URSS, et ce qui a fait que la Chine s'est finalement rapprochée des États-Unis. Fin de la parenthèse. Donc le tourisme rouge, oui, c'est quelque chose qui a vu le jour dans le milieu des années 80. Donc c'est tout simplement en fait une mise en valeur touristique des hauts lieux du communisme chinois. Donc ça va vraiment du village natal de Mao jusqu'à Tiananmen, ça c'est vraiment le parcours. Et ça permet de visiter des endroits comme les hauts lieux de la Longue Marche, donc qui a mené Mao à travers toute la Chine. À Yan'an, par exemple, Yan'an est vraiment pour moi le lieu du tourisme rouge après Shaoshan, donc le lieu de naissance de Mao. Donc c'est là qu'en fait a été créé le premier soviet chinois. Donc c'est en fait un peu la période idyllique du communisme chinois, donc dans les années 1927, où pendant toute son histoire, le Parti communiste chinois fera référence à Yan'an comme la quintessence du communisme. C'est quoi un soviet ? Un soviet, alors c'est une organisation d'ouvriers, de paysans qui prennent en fait le contrôle d'un territoire ou d'un lieu et qui le dirigent sous tous ses aspects. Donc on occulte totalement les propriétaires terriens, les aristocrates, les intellectuels. C'est vraiment le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ok. Voilà. C'est donc une organisation politique issue, donc comme son nom l'indique, de l'URSS. Et Yan'an est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la propagande, notamment de la révolution culturelle, qui revient beaucoup comme un idéal vers lequel il faut tendre. Et un des buts de la révolution culturelle est de remettre en place à l'échelle de la Chine ce qui a été mis en place à Yan'an. Donc ce qui est littéralement impossible dans les faits. Mais c'est un but vers quoi sont amenés à tendre les gardes rouges. Ok. Alors si on voulait faire un petit bilan actuellement donc de Mao jusqu'à aujourd'hui. Donc les points essentiels qu'il faudrait retenir dans ces 3 points qu'on a évoqués aujourd'hui.
Alors les points essentiels, retenir que Mao est mort. Ouais. Non mais mine de rien, c'est vrai. Mao est mort en septembre 1976. Il est enterré dans un mausolée sur la place Tiananmen que vous pouvez visiter si vous allez à Pékin. Mais Mao est mort. Il a été président de la Chine pendant près de 30 ans. Il a créé la République populaire de Chine, c'est son fondateur. Je pense que sans lui, ça n'aurait pas pu être fait, étant donné qu'il a vraiment eu l'idée de la révolution par la campagne. Et donc c'est vraiment lui qui a créé ça. On peut retenir aussi qu'il faut pas, malgré le fait qu'il y a une nostalgie sur la période pendant laquelle il était au pouvoir, etc., il faut pas se leurrer. Il y a eu, c'était une période que personnellement j'aurais pas aimé vivre. C'était toujours en permanence surveillé, pas savoir ce qu'on allait manger le lendemain, ce genre de choses. Après oui, on peut comprendre que les gens qui ont connu une certaine exaltation mise en place par la propagande soient un peu nostalgiques. Ça, il y a des nostalgiques de la RDA ou de l'URSS. Ça, il y en a partout. Il faut aussi retenir que, comme j'ai dit, Mao, c'est beaucoup de mal, mais c'est aussi, il faut reconnaître, des aspects positifs. Notamment, c'est lui qui a décidé la mise en place de la simplification de la langue. La mise en place du pinyin, c'est son idée. L'ouverture avec les États-Unis, qui ont mis fin à la guerre froide. À partir du moment où la Chine s'est alliée aux États-Unis, l'URSS est rentrée en déclin, parce qu'elle perdait un de ses plus gros alliés et que les communistes du sud-est asiatique tendaient vers l'indépendance. Donc c'est un personnage fort complexe. D'ailleurs, si je peux vous encourager à lire sur le sujet, il y a 2 livres que j'aimerais vous conseiller. Le premier de Philippe Short, qui s'appelle tout simplement, donc dans sa version française, Mao Tse-tung, donc encore avec l'ancienne prononciation, donc de Philippe Short, et Mao, une histoire chinoise, de John Hallyday et Zhang Chung. Donc j'imagine que Cédric vous mettra les liens en description. Ce sont vraiment 2 ouvrages, pour moi, de référence, qui permettent vraiment de bien faire le tour de la question. L'ouvrage de Philippe Short est un peu plus, factuel, c'est plus une biographie légèrement romancée, tandis que l'histoire inconnue j'ai perdu le nom, de John Hallyday, et lui apprend vraiment, est vraiment une biographie critique. Donc à la fois critique dans le sens négatif, mais aussi dans le sens positif. Il reconnaît que Mao a eu des impacts bénéfiques sur la Chine moderne, ce qui est vrai. Voilà. Ok. Bon, je pense que ça résume bien à ça, et vraiment important de noter que, effectivement, donc dans la politique actuelle chinoise, on retrouve pas mal d'éléments qui étaient forts dans la politique de Mao. On avait évoqué la corruption aussi avant de préparer donc ce podcast, qui est vraiment un point aussi important, je pense, pour la Chine. Si vous vous intéressez un petit peu à la politique chinoise, c'est intéressant de voir que Xi Jinping reprend maintenant des citations de Mao, des extraits de discours, chose que ses prédécesseurs ne faisaient plus. Ok. Bon, ben voilà. Que Mao est toujours présent. Voilà, Mao est toujours présent. C'est bien ça, c'est bien pour terminer ça. Alors, donc je mettrai les liens des livres sur la version YouTube du podcast. Donc si vous m'écoutez sur iTunes, sur comment ça s'appelle, sur Podbean, sur SoundCloud, sur n'importe quoi d'autre, allez sur la chaîne YouTube. Je sais que je vous le répète souvent, mais c'est là où je réagis le plus moi aussi aux commentaires de toutes les personnes qui nous écoutent, que je remercie encore une fois. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Et donc abonnez-vous à la chaîne YouTube en passant d'ailleurs pour récupérer les liens donc de ces livres. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, donc là c'est des questions qui me sont posées plus des réflexions complémentaires. On retourne donc sur un épisode classique demain. Posez-moi des questions sur du-chinois.com/questions, questions au singulier. Je me ferai un plaisir donc d'y répondre dans de prochains podcasts. Et puis comme d'habitude, on a une question pour vous encore aujourd'hui. Et la question qu'on souhaiterait vous poser avec Sylvain aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette présentation qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez de Mao, la politique de Mao, et son influence donc sur la Chine actuelle? Et donc répondez là aussi donc à cette question, de préférence bien évidemment sur la chaîne YouTube, la vidéo donc de l'épisode 15 que vous pouvez retrouver en cherchant sur YouTube. Vous avez tout simplement dans la barre de recherche, vous tapez épisode 015 LCCCV par exemple et vous tombez tout de suite donc sur la vidéo. Voilà. Sylvain, un petit mot pour la fin?
Comme dirait Mao, je vous dirais d'étudier efficacement chaque jour pour atteindre toujours des sommets intellectuels. C'est Voilà. ça. Comme dirait donc le Exactement. fameux Mao. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, donc cette spéciale Mao. Et puis on se retrouve donc demain pour un nouvel épisode. Gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés. Au revoir. Au revoir.